avait un continent absolument inouï, dont on a trop mal parlé pendant trop longtemps, prisonnier de clichés, et il n'y a rien de tel quand on a des clichés que de ne pas aller sur place pour continuer dans les clichés. L'Afrique, c'est un continent qui se développe à une vitesse folle, qui aujourd'hui voit son nombre de téléphones mobiles, demain son nombre de smartphones se développer dans des proportions folles dans de très nombreux pays, y compris francophones. Notre rendez-vous, c'est de nous dire que dans ces pays qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas de passé numérique, on peut tout construire. Regardez le Kenya et la banque mobile. Chez nous, en France, ça prend un temps fou. Au Kenya, ils se sont développés d'autant plus librement qu'il n'y avait personne pour les en empêcher. Voilà quelques remarques libres pour lancer notre discussion. Merci Monsieur le Ministre. Alors vous avez évoqué l'Afrique qui est souvent perçue en France sous un angle migratoire et sécuritaire. C'est également, vous venez de le rappeler, une zone de croissance et d'innovation avec une dynamique entrepreneuriale forte. Vous avez expliqué comment vous percevez la dynamique sur ce continent, comment nos startups peuvent se projeter plus rapidement en Afrique. Est-ce que c'est une question simplement de volumétrie de financement comme nos compétiteurs, par exemple chinois avec Eximbank dans les grandes infrastructures, ou marocains avec leur réseau bancaire, ou américains avec les fonds d'investissement dans Power Africa? Comment vous percevez la capacité de la France à projeter des nouveaux entrepreneurs en Afrique? D'abord, il faut y aller. Parce que c'est tout bête, mais il y a une réticence naturelle à prendre son sac à dos et à traverser les mers, les océans, enfin, en l'occurrence les mers, et aller sur place. Rien de tel que d'aller en immersion pour comprendre la psychologie des gens qui habitent un pays. Et donc il faut y passer un peu de temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut accepter cette idée que la première fois peut-être qu'on échouera avant de réussir. Moi je suis un grand laudateur de la vertu de l'échec. Parce qu'en vérité, moi je suis un assez bon spécialiste de l'échec, à titre personnel, et je peux donc témoigner qu'en réalité, les victoires c'est très sympathique, j'en ai connu, mais que dès le lendemain on les a oubliés. Les échecs, ça structure une vie. Et donc inutile de vous dire que c'est vrai en matière politique, mais c'est vrai aussi en matière entrepreneuriale. Rien de tel que de se planter une fois ou deux pour comprendre de ces échecs, et donc aller sur place, rencontrer, se frotter à autrui, prendre des coups, comprendre, prendre des contacts, regarder autour de soi qui peut, qui a envie, quels sont les besoins, s'immerger, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est s'adresser aux acteurs. Contrairement à ce qu'on raconte, il y a beaucoup d'acteurs qui aident, y compris en France. On va parler de l'AFD, j'imagine, tout à l'heure, mais c'est un acteur que je connais bien, qui est absolument... qui contient des spécialistes remarquables des différents pays africains. C'est ensuite de profiter de toutes les connexions qui existent, et Dieu sait si on en trouve facilement, en particulier en Afrique francophone, y compris sur le plan des accompagnements financiers, pour démarrer. Encore une fois, je le répète, la chance pour nous, c'est que l'Afrique est un pays dont la dimension francophone est un atout, à tout point de vue, et deuxièmement, c'est un pays qui, dans de nombreux domaines, n'a pas de passé. Dieu sait si dans d'autres domaines il a un passé extraordinaire, mais dans le domaine numérique, il peut profiter du fait que les structures telles qu'elles sont ne demandent qu'à se créer, qu'à se développer. Il n'y a pas de match David contre Goliath en Afrique. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, il y en a en Europe, il n'y en a pas en Afrique. Et ça, c'est une chance exceptionnelle. Alors, merci Monsieur le Ministre. Alors, je me tourne à présent vers notre hôte Thibault Longsade. Vous êtes vice-président du MEDEF, où vous suivez notamment les questions d'entrepreneuriat. Vous êtes également cofondateur d'Algolict, une plateforme de mise en relation des entreprises avec les médias, qui a d'ailleurs des activités à l'international. Le MEDEF, sous l'impulsion du président Gattaz et la vôtre, a multiplié les actions, programmes, initiatives en matière d'entrepreneuriat, les déterminés pour la France, les programmes AGIP dédiés à la jeunesse et à l'entrepreneuriat à l'international. Quel est l'enjeu pour le MEDEF d'intégrer la dynamique de la jeunesse et comment s'emploie-t-il concrètement à fédérer et à accompagner les nouvelles entreprises? Alors, sur le territoire Afrique, je pense qu'il faut aussi s'atteler à une dimension culturelle. Pendant longtemps, les logiques, on va dire, à l'international, portaient sur des logiques d'exportation, d'importation, voire de délocalisation. Et cette délocalisation, elle permettait à des entrepreneurs de pouvoir profiter, de jouir d'une manœuvre, disons-le clairement, à des coûts différents,
mais pas forcément dans une logique de colocalisation. Ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, c'est davantage d'entreprises qui sont dans une logique de dire on fait des partenariats sur place et on utilise la structure, c'est-à-dire le pays, bien évidemment pour son savoir-faire, mais comme des hubs pour partir dans une logique d'exportation. C'est très vrai sur le nord de l'Afrique. Le Maroc se distingue de plus en plus sur cette capacité à partir depuis le Maroc dans une logique d'exportation en apportant, en drainant des entreprises et des entrepreneurs qui se sont installés. Et il faut maintenant être en rupture de cette logique qui était une logique de délocalisation d'activités pour se mettre dans des activités plus pérennes et de bénéficier de l'appui commercial pour s'atteler cette fois au marché. C'est là, on va dire, la véritable innovation que nous essayons de porter maintenant. Alors concrètement, on a monté une plateforme qui s'appelle Stratection, pour pouvoir donner la possibilité aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs à la fois de jeter, on va dire, dans cette aventure périlleuse qui est l'internationalisation. Ce sont des méthodes qui ne sont pas évidentes, avec des outils de financement, et de travailler sur l'envie et sur l'accompagnement, c'est le premier volet que nous avons essayé de faire. Le second volet, c'est que les entreprises, dans une relation inter-entreprise, ont une responsabilité très importante. Il faut faire en sorte que l'écosystème soit dans une logique marché, dans une logique filière, et de s'appuyer sur les entreprises pour être dans cette logique, on va dire, de conquête à l'international. C'est ce que font très bien les Allemands à travers le réseau des entreprises de taille intermédiaire qu'elles ont, des grandes entreprises. C'est quelque chose que nous avons du mal à mettre en place en France, parce que c'est moins dans notre culture, c'est moins dans cette capacité à chasser en meute, même si le terme est un peu agressif, ou chasser en escale, c'est de faire en sorte que les entreprises embarquent dans leur sillage, finalement, une multitude d'autres entreprises pour répondre à une problématique, on va dire, de marché. Il faut se déplacer, il faut rencontrer les gens, et il faut qu'il y ait un message public, aller en Afrique, aller rencontrer des gens qui sur le terrain vivent, développent, prennent des risques, parce qu'en réalité c'est ça qui aujourd'hui manque dans le discours public, c'est qu'on est beaucoup trop entre soi, et on oublie ce petit détail, c'est que si on veut vraiment avoir l'esprit de conquête, il faut y aller, ces derniers mois. Maintenant il faut y aller, c'est pas aux hommes politiques de faire, et je crois que ça c'est très important d'entendre ce message. Il y a des opportunités fantastiques et c'est ça qui fait la différence entre une nation d'entrepreneurs et une nation qui l'est moins. Merci. Alors Aweya, tu es entrepreneur, tu accompagnes, ou en tout cas à une position privilégiée d'observation des entrepreneurs, puisque tu es cofondatrice d'Afrobytes, qui est dédiée à la tech africaine. Qu'avons-nous à apprendre de la tech industrie africaine pour nos jeunes en France? Ces startups que tu rencontres ont-elles les moyens de se connecter au-delà de leurs frontières? Et comment l'écosystème que tu animes accompagne cette connexion? Tout d'abord, je vais commencer par expliquer en deux mots ce qu'est Afrobytes. Donc, je vais commencer par vous dire que c'est une société privée qui nous permet de préciser, parce qu'on a dit qu'on allait mettre les pieds dans le plat, donc on y va, que souvent, quand il s'agit d'Afrique, on associe souvent l'Afrique avec association, fondation ou autre entité non lucrative. Donc, nous, on est une société privée, on est basé à Paris, et Afrobytes est une plateforme d'échange. Et en fait on a 3 pôles d'activité. Le premier pôle est une conférence sur laquelle je vais revenir plus tard. Le second pôle d'activité est un startup studio et nous avons également un Faire Digital Lab qui est tout simplement de l'open innovation, donc inclusivité et notamment Faire Digital qui est pour nous un label que nous avons déposé. Il s'agit en quelques mots d'adapter le Fairtrade au digital. Alors, cette plateforme d'échange se matérialise, plus ou moins s'humanise chaque année au MEDEF. D'ailleurs, je profite de ce passage pour remercier les équipes de M. Gattaz, Léonard Cox notamment, les équipes d'Agip qui sont là, donc je vous remercie encore une fois, qui grâce à eux, parce qu'ils ont compris très rapidement ce que nous voulions faire, nous ont permis d'organiser donc une conférence tech internationale annuelle au MEDEF, et il s'agit tout simplement pour nous de réunir sous un même toit les écosystèmes tech africains et les écosystèmes tech européens et globaux. À titre d'exemple, cette année, nous avons pu notamment recevoir les équipes de Mark Zuckerberg qui sont allées avec lui
en Afrique l'an passé, à Nairobi et à Lagos. Nous avions également Google, nous avions également Dropbox qui était là. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que Dropbox avait signé un deal au MEDEF avec une personnalité qui était présente à la conférence. Donc ça prouve qu'opérationnellement, il se passe des choses. Et c'est justement ce qu'on fait au MEDEF, c'est qu'on met en avant l'opérationnel. Parce que nous, on ne laisse aucune place au plaidoyer. On sait que l'Afrique est une terre d'opportunités. On dit que c'est un réservoir d'opportunités. Je préfère d'ailleurs utiliser le terme réservoir que laboratoire. Et justement, donc une fois qu'on a dit ce qu'on a dit sur le continent africain, la question à laquelle on répond, c'est comment fait-on? Comment fait-on pour y aller? Voilà, ça, c'est la question à laquelle nous répondons. Et donc, voilà, le MEDEF, qui est pour nous le cœur du cœur de l'économie française, est pour nous l'endroit idéal et symbolique pour montrer l'Afrique que nous connaissons, qui est une Afrique business, et justement pas une Afrique qui tend la main. Et donc, pour répondre à votre première question, qui est qu'avons-nous à apprendre des écosystèmes tech africains? Moi, ce que je constate très souvent, c'est que quand je m'adresse à l'écosystème tech européen, souvent ils regardent les États-Unis, où c'est difficile d'émerger, enfin, avec un budget marketing de 500 000 euros, au moins 500 000 euros, c'est au moins ce qu'il faut pour pouvoir émerger sur les États-Unis. Et souvent, ils regardent aussi la Chine, ce qui est beaucoup plus compliqué aussi, notamment en termes de langue et culturellement parlant. Et moi, je trouve ça assez étonnant parce que pour le coup, on a en face un continent, voilà, 13 km de la France, qui parle français, qui se réveille à la même heure, qui se couche à la même heure et qui en plus parle anglais également et portugais. Donc c'est ce vers quoi justement nous les encourageons à regarder. Et voilà, c'est cette fameuse verticale économique que nous souhaitons renforcer à Afrobytes. Et sur justement ce qu'on a à apprendre de la tech africaine, c'est que la tech africaine aujourd'hui, c'est très simple. Ils répondent à des besoins vitaux. Tout simplement, on les appelle des problem solving companies. Et donc l'idée est très simple, c'est de pouvoir en effet répondre au problème existant qui n'est pas résolu. Donc nous, on met toutes ces personnes donc en contact chez Afrobytes, au MEDEF, chaque année. Le développement du e-commerce en Afrique, donc vous prenez des tickets dans des startups, c'est ça? On prend des tickets dans les startups. On n'a évidemment pas vocation à investir directement dans toutes les startups africaines. Notre but, c'est de faire émerger un écosystème qui, lui, va financer les startups africaines. On investit plus dans des fonds d'investissement qui vont financer les startups qu'en direct. Mais on l'a fait en direct, on l'a fait dans la Free Market, c'est un exemple très intéressant, la Free Market. On l'a fait à côté d'Orange, ce qui prouve que des grandes entreprises françaises investissent aussi dans des startups africaines comme deux priorités majeures que les entreprises connaissent bien. La première, c'est le climat. On fait la moitié de notre activité sur des projets à co-bénéfice positif pour le climat. Et la deuxième, c'est l'Afrique, avec là aussi une concentration de la moitié de notre activité et de 85% de l'argent que l'État nous donne en don pour baisser tous les projets ou pour financer de l'assistance technique sur l'Afrique. Juste un mot pour conclure, pour dire aussi, comme on est au MEDEF, que le développement de l'entrepreneuriat dans les pays du Sud, il se fera évidemment en lien avec les entreprises françaises. Que ce soit par les programmes d'accompagnement, on peut citer ce qu'on fait avec le réseau Entreprendre par exemple, dans un certain nombre de pays, que ce soit sur l'investissement, on a parlé d'Orange, ou l'action qu'on mène aussi avec le MEDEF et les liens entre le MEDEF français et les MEDEF africains sur ces points-là. C'est extrêmement important qu'on travaille en symbiose avec les entreprises. Merci. Alors Marc Wabi, je le rappelle, vous êtes directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire, mais vous couvrez l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez également des fonctions à la CGECI, le patronat ivoirien. Vous êtes en charge de la commission économie. À ce double titre, vous êtes un observateur privilégié du secteur privé, de l'univers économique et des startups. Abidjan est extrêmement dynamique. Je crois que votre pays connaît une croissance de 7 ou 8% annuel, avec un fort rattrapage depuis la crise. Que pouvez-vous nous dire de là où vous êtes, à Abidjan, de ce mouvement entrepreneurial? Est-ce que les startups africaines ont une vision internationale? Est-ce que leur vision est régionale, panafricaniste, ou vont-elles sur les autres continents aussi? Merci. Je voudrais commencer par dire que nous sommes en Afrique et on y reste. Et le temps que vous arrivez pour nous aider, il faut qu'on se débrouille. Donc les problèmes que mes prédécesseurs ont développés sur les problématiques de pérennité des startups sont les mêmes que ce soit en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Donc le premier problème, c'est la créativité, le second, le financement, et ensuite l'accompagnement. En Côte d'Ivoire,
Et pendant longtemps, dans bon nombre de pays africains, le boulot le beau boulot, c'était de travailler dans l'administration ou être ministre. C'était le meilleur boulot pendant longtemps. Voilà, donc on est passé de cette ère où on pensait travailler dans l'administration publique à se dire, puisque tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration publique, comment on essaie de se caser. Donc aujourd'hui, avec la population très jeune qu'on a, on est obligé de travailler la créativité, et tout le monde sait que la créativité en Afrique est très forte, de travailler l'esprit entrepreneurial. Donc de pouvoir capter, orienter cette créativité forte qu'on a en Afrique et de l'encadrer dans des entreprises qui vont permettre d'être des entreprises qui vont répondre à des préoccupations des populations et qui vont être des entreprises qui vont répondre à des préoccupations d'investisseurs qui veulent venir en Afrique. Et donc, au niveau des startups, il y a une activité forte. Il y a une activité forte en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Il y a de belles réussites en Côte d'Ivoire, comme au Nigeria, avec Africa Stream. Il y a de très belles réussites comme AfriMarket, qui se développent beaucoup en Afrique. Maintenant, le diagnostic qu'on fait pour pouvoir avoir des startups beaucoup plus fortes, beaucoup plus attractives pour des grands acteurs internationaux, c'est de pouvoir régler la problématique du financement et de l'accompagnement. Aujourd'hui, vous parliez de 150 millions d'euros en 2016 et de 330 millions d'euros en 2017. Il faut comparer ça à 4 milliards d'euros juste pour l'année. Donc, que vous voyez le niveau de ce qu'il y a à faire pour développer, pour renforcer donc, le tissu des startups africaines et globalement développer le tissu des entreprises en Afrique. Donc, nous, notre rôle au sein du patronat ivoirien, c'est de travailler la créativité, c'est de travailler à trouver. Donc si on travaille la créativité, qu'on encadre bien les entrepreneurs, les promoteurs de start-up, on va régler le problème du financement. Pour nous aujourd'hui, la planète a les fonds qu'il faut pour développer les projets en Afrique ou ailleurs dans le monde. Mais il faut qu'on ait des projets qui soient attractifs pour l'ensemble du citoyen mondial. Donc on travaille à travers 3 projets. On a mis en place ce qu'on appelle le Business Plan Competition, en termes d'identification. Donc on essaie d'identifier les meilleures startups, les meilleures idées qu'on peut développer en entreprise. Seconde étape, on a développé le projet Prodige, qui est un incubateur. Donc ces jeunes-là qui sont sélectionnés donc, parmi les meilleures startups du pays ou de la région, on les fait passer dans notre incubateur pour leur permettre de mieux structurer leur projet, de transformer ce projet de créateur, d'artisan en un projet d'entreprise. Et une fois que ce projet d'entreprise est prêt, on a ensuite le 3e point qui est l'accélérateur. Donc de faire en sorte que ce projet ne se limite pas uniquement à un projet domestique, mais qu'il soit un projet qui dépasse la Côte d'Ivoire et qui, en dépassant la Côte d'Ivoire, devient donc sur des problématiques de clientèle beaucoup plus critiques et qui, du coup, va intéresser les gros acteurs africains, les gros acteurs mondiaux. Donc aujourd'hui, en Afrique, Abrage, KKR viennent à Abidjan, viennent au Nigeria, parce qu'on commence à parler du ticket qui commence à ressembler aux tickets minimaux qu'ils ont. Donc l'activité est forte, innovante en Afrique. Il faut par contre qu'on ait un autre message. Et je pense que le monsieur je crois que c'est Thibault qui le disait, il faut qu'on ait un autre de venir vendre l'eau chaude. Non, le message qu'on va avoir, c'est un message de co-création. Parce que de l'autre côté, vous avez des chefs d'entreprise. Leur envie, ce n'est pas juste de vendre une idée. C'est de continuer d'être des chefs d'entreprise, mais sur des dimensions beaucoup plus fortes. Donc, ils voudraient avoir des partenaires. Ni de l'aide, ni de l'emprunt. Ils veulent avoir des partenaires. Et c'est en cela qu'on note que le capital investissement se développe fortement en Afrique. On a des taux de croissance sur le capital investissement de business qui, en 2016 et 2017, c'est 33%. Mais si je dis pour 2018, c'est 2 fois plus. Donc, il y a une envie d'avoir des partenaires qui viennent pas uniquement avec des fonds, mais qui viennent aussi avec des idées, qui viennent aussi avec des outils pour industrialiser des process, pour industrialiser les projets qui sont identifiés par ces jeunes-là. Et nous pensons que le secteur public doit créer l'écosystème pour permettre l'éclosion, le développement et l'accélération des startups. C'est là où se trouve l'enjeu. Et je pense que les différents États, dans leurs différents programmes qu'on appelle plans d'émergence économique dans la majorité de nos pays, donnent une place importante à l'éclosion d'un secteur, d'un tissu industriel national, d'un tissu d'entreprise nationale fort. Donc, c'est des enjeux qui sont connus, c'est des enjeux qui sont traités, et je pense que l'ensemble de nos pays, l'ensemble de nos gouvernements travaillent à cela. Les choses qu'on doit combattre, il y a l'ignorance.
c'est terrible de se dire combien nous avons des opportunités à côté de nous et que nous ne les voyons pas. Et que l'on parle de co-développement, de coproduction, de collaboration, on est toujours sur cette même idée que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire à travers le partage. C'est pour moi quelque chose d'évident. La connaissance aujourd'hui, elle est plus verticale. C'est plus le chef qui dit au sous-chef et au sous-sous-chef ce qu'il doit savoir pour faire. C'est un partage d'informations, un partage d'expérience. Et moi, je voudrais juste ajouter une chose. Il y a, malheureusement, un réflexe prudentiel pour les générations du dessus, qui n'existe pas pour les jeunes générations. Les générations du dessus, elles ont tendance à être réticentes à partir à ce qu'elles considèrent comme étant, à tort ou à raison, une aventure. La jeune génération, elle n'a rien à perdre. Au contraire, elle a tout à gagner. Et je pense que l'Afrique peut être un terrain de développement, d'initiative vraiment remarquable. D'abord, je crois que la richesse de l'Afrique, elle doit profiter à l'Afrique. Et que ce qui me paraît absolument capital, c'est que dans un continent aussi varié, en plein essor dans de très nombreux domaines, il faut absolument que la logique du co-développement puisse guider à tout le reste. Excusez-moi, monsieur le ministre. Tout ce qu'on peut faire ensemble, il faut le faire. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis surtout ravie de pouvoir parler d'une industrie tech africaine qui est là, qui est présente et qui fait aujourd'hui l'objet d'une conférence. Donc Afromites est basé à Paris. Nous organisons chaque année une conférence internationale tech au MEDEF. Nous réunissons sous le même toit toute la tech, en tout cas les tech entrepreneurs africains et au MEDEF qui est pour nous un endroit symbolique puisqu'il s'agit du cœur du réacteur de l'économie française. Et nous, c'est la posture qu'on souhaite donner au continent africain, la posture business. Et cette convention avec l'AGI contre l'efficience, c'est tout simplement parce que la CNJ, en tant qu'acteur reconnu sur la scène entrepreneuriale et étudiante, aujourd'hui traite et mène des actions convergentes avec justement ces deux associations. Donc aujourd'hui, on œuvre au niveau de l'Afrique de croissance à mener justement ces actions et à pousser toutes ces initiatives entrepreneuriales avec ces différents acteurs qui aujourd'hui saisissent toutes ces opportunités pour se développer. Donc c'est vraiment un honneur pour nous et la CNJ de Vrai. On travaille déjà pas mal avec l'AGI sur les différentes actions. Et aujourd'hui, nos objectifs, c'est vraiment de favoriser la mobilité des étudiants qui sont justement ces talents de demain qui vont pouvoir pousser et parfaire cet écosystème Afrique-France. Pourquoi pas également monter des confédérations telles qu'on a en France, en Europe, un peu partout dans le monde, au niveau des jeunes entreprises pour justement pouvoir participer au développement de l'éducation et à donner les clés justement à ces jeunes, à cette jeunesse africaine qui justement pourra et relèvera les grands défis qui attendent le continent africain. D'accord. Un petit mot sur le nombre, quelques chiffres, le nombre d'adhérents, de membres. Alors, la CNJE, c'est la Confédération nationale des jeunes entreprises. Donc, on fédère aujourd'hui 180 structures partout sur le territoire français. Donc, les jeunes entreprises qui sont des cabinets de conseil étudiants qui proposent des services aux entreprises, l'accompagnement de leurs projets. Et donc, on est présent sur tout le territoire français. Ça représente aujourd'hui 20 000 étudiants qui peuvent des professionnels. Merci, c'est très gentil. Docteur Cambeau, président de l'efficience, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à signer ce partenariat avec la CNJE et l'AGI? Oui, c'est plusieurs symboles déjà. Le fait d'être dans ce cadre de l'université d'études du MEDEF et en même temps, à ce moment où l'Afrique s'impose comme le continent, on le dit très souvent, le continent de la croissance, de l'investissement et de l'attractivité, il était tout à fait important pour le Club Efficience, qui est un groupe qui fédère ces diasporas et surtout ces diasporas économiques, d'unir ses forces avec des grands acteurs qui travaillent sur le continent et voir comment nous pouvons ensemble jouer un rôle déterminant sur tout ce qui concerne l'éducation, sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, sur tout ce qui concerne la jeunesse sur le continent et voir comment ensemble on peut unir nos forces et permettre le changement concret sur le continent. C'est pour ça que le Club Efficience, modestement représenté par moi aujourd'hui, est très heureux de pouvoir mettre en place et concrétiser ce partenariat avec l'AGI qui nous a gentiment accueillis déjà lors d'un des événements au MEDEF et le CNJE qu'on apprend aujourd'hui à travailler avec eux et pouvoir développer ce partenariat. Au Club Efficience, nombre de membres, de sympathisants, d'adhérents.
Oui, le club efficience aujourd'hui, c'est 11 ans de terrain, 11 ans de travail de terrain, d'une diaspora qui n'est pas seulement au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe. Le club efficience, c'est 3 grands axes: le capital humain, le capital d'idées et le capital financier, avec le fonds d'investissement sur lequel nous travaillons et qui va être lancé à la fin de cette année. Le club efficience, c'est 600 membres, c'est 12 000 sympathisants, c'est près de 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Donc c'est un énorme écosystème avec des entreprises partenaires, des grandes écoles partenaires et les institutions partenaires. Et aujourd'hui, on est content de retrouver aujourd'hui nos amis de l'AGIP, CNJ, qui viennent ainsi grossir l'écosystème du club efficience. Merci, docteur. Monsieur Pierre-Arnaud, l'opérateur principal de ce dispositif, alors quelques mots. Eh ben, c'est le but de l'AGIP. C'est le but de l'AGIP de fédérer les réseaux. Et que ces réseaux, à un moment donné, ils ont des points de rencontre, des points d'action. Et dans l'ensemble des actions que font tous les acteurs d'AGIP, on le dit au quotidien, l'AGIP regroupe les acteurs, les doueurs, ceux qui sont la réalité de ces changements qu'on a évoqués il y a quelques instants à l'occasion de la table ronde. Et donc parfois, sur des projets spécifiques, des acteurs se rencontrent pour aller beaucoup plus loin. Et c'est le sens, c'est ce que disait Clara, avec cette convention, on va pouvoir mettre un accent encore plus fort, plus précis, plus pointu, en termes de communication, en termes de moyens, en termes de réseau, autour de la promotion des talents de la diaspora dans les différents réseaux que vous avez. Et ça, vraiment, c'est une action très concrète. Et le réseau AGIP est très fier de pouvoir structurer des initiatives comme ça, les accompagner, les porter avec l'ensemble des partenaires du MEDEF, l'ensemble des partenaires de l'AGIP. Et c'est vraiment là, je crois, le sens profond d'un réseau qui fonctionne, qui marche. C'est un réseau, il y a des idées, il y a des projets qui se concrétisent. Au-delà de l'aventure humaine, ça permet, comme on disait il y a quelques instants, de déclencher ces réseaux, ces dizaines de centaines de milliers de personnes qui vont du coup pouvoir profiter de cette logique. Voilà, donc on est ravis de continuer une coopération qui était existante depuis un moment et qui prend une dimension supplémentaire. Et bravo, juste une question, l'agenda nous pousse à aller un peu plus loin. Nairobi, très gros agenda pour l'AGIP, merci de souligner Christian. On donne rendez-vous à tout le monde les 21 et 22 novembre 2017 à Nairobi. C'est une Coupe du Monde des patronats, c'est une Coupe du Monde des startups, et on se retrouve à Nairobi pour faire le point sur les programmes de l'AGIP, notamment en matière d'éducation, formation, emploi, employabilité, entrepreneuriat, business. 2 jours, 1500 personnes, très haut niveau économique, politique, décideurs de l'ensemble de l'Afrique, de l'ensemble de l'Europe et du monde entier qui viendront montrer ce qu'il y a de meilleur, ce que l'entrepreneuriat peut faire de meilleur au service de la jeunesse. Merci beaucoup. On va procéder à la signature. La satisfaction, elle est triple. On a 3 raisons d'être très satisfait. C'est un réseau qui fonctionne, qui marche, qui fait des choses. C'est-à-dire qu'il y a des collaborations qui existent depuis longtemps, mais là ça devient très concret. 2, très satisfait parce que ça peut générer des envies parmi le réseau, parmi les acteurs que fédère l'AGIP, le MEDEF, d'aller encore plus loin, de monter de nouveaux projets. Donc je crois que c'est aussi au niveau de l'investissement. C'est un appel à la créativité, à imaginer encore des nouvelles actions. Et puis surtout, ça remplit l'action que tous les acteurs membres de l'AGIP se fixent, c'est trouver des solutions pour l'entrepreneuriat, pour la jeunesse et pour l'emploi. Et donc 3 motifs de satisfaction véritables. Pour nous, c'est important, en tant que représentant du Club Efficience, que le Club Efficience soit présent à cette université d'été 2017 du MEDEF. Important pourquoi? Parce que l'Afrique est au cœur des enjeux aujourd'hui. L'Afrique qui est terre de croissance, terre d'investissement, terre d'attractivité. Et le Club Efficience qui représente cette diaspora se doit d'être là pour représenter cette diaspora qui sont les acteurs de développement sur le continent, de faire en sorte que la diaspora soit au cœur des enjeux du continent africain. Et nous sommes heureux aussi, à juste titre, d'être présents parce qu'aujourd'hui nous signons une convention avec AGIP qui est une émanation du MEDEF et le CNJE. Pourquoi? Parce que pour nous, il est important de mettre en synergie les efforts de tous les acteurs
acteurs de développement sur le continent pour faire en sorte de pouvoir être plus efficace et plus important sur des secteurs tels que l'éducation, tels que l'entrepreneuriat, tels que la jeunesse. Et c'est donc c'est cette convention, sur l'éducation que nous avons signée, tout à fait. Agir ensemble sur ces 3 points, sur ces 3 secteurs. Et le Club Efficience, qu'est-ce que c'est? Le Club Efficience, c'est une organisation des diasporas qui regroupe, qui fédère les diasporas, pas seulement en France, mais au niveau européen, et qui regroupe aujourd'hui près de 600 membres, près de 12 000 sympathisants et près de 100 000 followers sur les réseaux sociaux. La première activité du club a été de fédérer ces diasporas pour voir comment ils peuvent s'ancrer économiquement en France et dans les pays européens, dans les pays d'accueil, et surtout faire en sorte que ces diasporas soient des acteurs de développement pour créer des passerelles sur le continent, vers le continent africain. Et aujourd'hui, le Club Efficient travaille sur 3 grands secteurs. Le premier qui est le capital humain, qui est la force de ces diasporas, des cadres de plus en plus bien formés. Et nous concrétisons ce premier secteur par 2 projets. Le Gotha Noir, qui est un ouvrage que nous publions tous les 2 ans, qui permet de mettre en lumière ces parcours de réussite au sein de la diaspora. Deuxième axe, c'est toujours dans le capital humain, nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Efficience RH, dont l'objectif est de mettre en relation les jeunes diplômés et les juniors de 1 à 3 ans d'expérience avec les entreprises qui recherchent ces compétences de cette spécificité de la diaspora pour travailler soit en Afrique ou en Outre-mer. Deuxième, quand on a ces compétences, il nous faut des idées. Et le Club Efficience a mis en place un cercle de réflexion dont l'objectif est pour nous une banque de solutions des diasporas sur les problématiques de développement telles que l'éducation, la santé, l'industrialisation, l'urbanisation, les problèmes d'électrification. Qu'est-ce que la diaspora apporte comme plus-value par rapport à ce qui existe déjà? Quand on a les compétences, on a les idées. Le dernier point qui nous manquait, c'est le capital financier. Et aujourd'hui, depuis 3 ans, le Club Efficient travaille sur l'idée d'un fonds d'investissement diaspora. L'objectif est de capter une partie de l'épargne des diasporas pour l'orienter vers le développement du continent. Pour qu'on fasse la transition entre le transfert d'argent et orienter vers le capital productif. Très important, parce que c'est ce capital productif qui permet de soutenir les PME sur le continent, qui va créer cette classe moyenne dont on a besoin pour le décollage économique du continent. Et on a l'honneur d'avoir des gros partenaires sur ce projet, tel que le cabinet ORI qui nous accompagne dans la structuration juridique, le fonds d'investissement investisseur partenaire avec Jean-Michel Severino qui nous accompagne dans tout ce qui est l'ingénierie financière, et le cabinet Koussotou qui nous accompagne dans l'espace. Donc Jean-Michel Severino Jean-Michel Severino qui est l'ancien directeur de l'AFD, que tout le monde connaît, qui depuis 10 ans travaille au sein de ce fonds d'investissement, c'est lui le président de ce fonds d'investissement, qui est vraiment un fonds qui fait de l'impact investment sur le continent, l'impact sociétal sur le continent, qui est un fonds spécialisé vers les PME sur le continent africain. Donc Jean-Michel, c'est quelqu'un qui est un amoureux de l'Afrique, qui a cette expertise sur le continent, et on est très heureux de l'avoir à nos côtés pour nous accompagner sur ce projet. En dernière question, quel sera le prochain événement du Club Efficience? Les prochaines dates du Club Efficience, c'est déjà le 28 septembre. Le 28 septembre, nous organisons un petit déjeuner en partenariat avec l'exécutif Education de Sciences Po, la grande école Sciences Po, l'exécutif Education, et ce sera autour de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Charles Gomis, et ce sera sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Quels sont les grands chantiers que le gouvernement ivoirien a mis en place et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'ils mettent pour les investisseurs étrangers. Et en octobre, nous aurons le plaisir de recevoir le PDG France de EY, Ernst & Young, et l'objectif est de le recevoir autour d'un dîner d'affaires pour échanger avec eux sur sa vision vers le continent africain et pour la diaspora qui fait partie de ces ressources humaines importantes aujourd'hui. Et on terminera l'année le 2 décembre avec le grand gala, le gala annuel du Club Efficient qui réunit tout le Gotha de la diaspora autour de l'Opéra. L'Opéra, c'est l'hôtel intercontinental à l'Opéra. Je suis directeur général du cabinet de Watt et je suis également président de la commission économie et développement de l'entreprise nationale. Donc, je représente donc la CECI au sein de l'université d'été du MEDEF. On a souhaité venir à cette rencontre pour apprendre aussi de toute cette belle initiative autour du thème de confiance et de croissance. Au-delà du thème de pouvoir échanger avec nos confrères de France et des autres pays qui visitent donc ce bel événement. L'université d'été du MEDEF m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, ça m'a permis de rencontrer mes homologues chefs d'entreprise de France, mais aussi d'autres pays africains, de participer à des formations. On a beaucoup appris
sur également le développement des startups comme moteur de la disruption dans les pays en Europe, mais aussi qui peut servir à l'Afrique. Donc l'université d'été du MEDEF me paraît être une très belle plateforme d'échange entre les acteurs du secteur privé. Le CODACAR est une école de commerce qui a été créée il y a 25 ans, qui a la chance d'accueillir 3000 étudiants répartis et ventilés à travers 25 nationalités. Et ma présence ici, au sein des universités d'été du MEDEF, avait pour ambition de faire connaître notre groupe et puis aussi de répondre aux très nombreuses interrogations et besoins que nous formulent désormais de nombreuses entreprises qui effectivement s'intéressent à l'Afrique mais ne peuvent pas le faire sans l'intermédiaire des jeunes africains, et donc j'ai eu le bonheur de pouvoir trouver des emplois et des stages pour de nombreux de nos étudiants. L'université d'été du MEDEF, c'est déjà un moyen de rencontrer effectivement beaucoup de personnes, mais aussi de comprendre quelles sont les tendances. J'ai la chance, moi, de faire ces universités depuis de nombreuses années. Et il y a 2 ans, on commençait à parler un petit peu d'Afrique. L'année dernière, il y avait déjà une accélération. Et ce qui m'a vraiment surpris cette année, c'est de voir à quel point le continent, dans sa diversité, est désormais reconnu. Il y avait effectivement une pièce, une tente dédiée à l'Afrique, mais tout le monde a parlé d'Afrique au cours de ces 2 jours. Et donc c'est assez intéressant et réconfortant en soi quand on est impliqué au service du continent africain, de voir que cette Afrique, elle est désormais reconnue. Elle est reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une Afrique entreprenante, une Afrique digitale, une Afrique numérique, une Afrique engagée, une Afrique responsable. Et ce qui motive, me semble-t-il, l'intérêt des nombreux chefs d'entreprise qu'on a pu rencontrer, c'est que l'Afrique ne suit pas l'Europe, elle la précède. Et ça, c'est un phénomène tout à fait récent de constater que les gisements d'innovation sont désormais africains. J'ai retenu que la France ne pourra réussir que si elle se réforme. C'est le sens de ce qu'on fait dans la majorité, parce que je suis un député de la République en marche. Et surtout, elle ne pourra réussir que si elle se projette dans le monde et si elle a envie d'aller à l'exportation, aller en Afrique, aller en Asie, aller explorer en fait des marchés qu'elle ne connaît pas forcément. Et pour ça, il faut être compétitif, il faut être fort, il faut transformer notre modèle économique, notre modèle social pour faire en sorte qu'on soit puissant dans la mondialisation. Parce que le monde est en pleine évolution, il est caractérisé par de nombreuses ruptures, par une accélération, et il faut absolument qu'on en prenne confiance et qu'on prenne mesure de ces transformations.